Bonjour à tous. Je suis en train de projeter le diaporama. Je ne sais pas si l'écran est bien partagé. Oui, l'écran est bien partagé. Oui. Très bien, merci. Alors, effectivement, il s'agit peut-être en guise d'introduction au séminaire de l'après-midi de présenter les liens entre ECOS, compétences, raisonnement clinique. Ceux qui sont intéressés par le diaporama, bien évidemment, je le mettrai à votre disposition. Alors, j'aimerais dans un premier temps vous montrer une représentation graphique qui, de mon point de vue, illustre bien les enjeux de cette réforme du deuxième cycle et les liens qu'on peut faire entre ces trois éléments. Alors, vous voyez, à gauche ici, on a une première façon de représenter la façon dont les connaissances sont organisées dans le cerveau d'un individu. Vous voyez qu'ici, elles sont extrêmement nombreuses, elles sont variées, elles sont très bien agencées. On a quasiment quelque chose de géométrique. Et à droite, on a une autre manière de représenter l'organisation des connaissances. Elles sont moins nombreuses, vous voyez qu'elles ont été en partie transformées, modifiées, et surtout, elles sont richement interreliées pour former ce qu'on appelle des réseaux de connaissances, et ces réseaux de connaissances portent un nom qui est désormais connu de tous, et qui est celui de script. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, à gauche, vous avez une représentation de la façon dont les connaissances sont organisées chez nos étudiants jusqu'à au moins J+1 de leur arrivée en première année d'internat, c'est-à-dire jusqu'en 7e année de médecine. À droite, vous avez une représentation graphique de la façon dont les connaissances sont organisées chez l'expert. Et donc, cette organisation est extrêmement différente et elle peut être expliquée par quelque chose de très simple qui est la finalité que le cerveau va donner à ses connaissances. Et à gauche, c'est la meilleure façon d'organiser les connaissances pour être performant dans le cadre d'un dispositif d'évaluation qui serait essentiellement basé sur des QCM. Cette organisation classique en tiroir, disciplinaire, est une bonne façon de performer au QCM. C'est par contre une très mauvaise façon, et on a tous fait le constat de désolation lorsqu'on supervise un interne qui vient de passer 6 années de formation, d'un constat de faible performance ou d'inefficacité lorsqu'on lui demande de résoudre un problème clinique, c'est-à-dire lorsqu'il est confronté à un vrai malade. À droite, on a donc une organisation qui est celle de l'expert, encore une fois, sous la forme d'un script, et qui est l'organisation optimale des connaissances pour solutionner les problèmes de santé des patients. Et vous voyez que ces connaissances sont bien moins nombreuses que les connaissances que peut posséder un interne, mais c'est leur organisation qui va faire la qualité de ces connaissances-là et de notre capacité à les mobiliser en situation de soins. Donc, si vous voulez, tout l'enjeu qui se pose à nous dans le cadre de cette réforme du deuxième cycle, c'est précisément d'améliorer la façon dont, dans notre manière de former et d'évaluer les étudiants, on va organiser leurs connaissances dans la mémoire à long terme et de faire en sorte que, le plus tôt possible, on privilégie une organisation qui soit proche de l'organisation de l'expert. Parce que la transition d'un modèle d'organisation très géométrique à une organisation, vous voyez, un peu constellaire en réseau, cette transition, eh ben, pour certains, elle va prendre quelques semaines ou quelques mois, et on voit très vite d'ailleurs la transformation de certains de nos internes après quelques semaines ou quelques mois de stage. Pour d'autres, elle va être beaucoup plus longue et durer certaines années, et pour d'autres, elle ne se fera jamais complètement. Elle ne sera jamais complètement achevée. Donc, plus on favorise tôt dans les études une organisation des connaissances en script ou peu importe comment on les appelle, meilleure sera la compétence de nos étudiants. Alors, c'est la raison pour laquelle les promoteurs de la réforme du deuxième cycle, donc en premier lieu desquels la conférence des doyens, a décidé de s'attaquer aux modalités d'évaluation et de certification des étudiants, puisqu'encore une fois, c'est parce qu'on les évalue de façon exclusive à partir de QCM qu'on a généré cette organisation. Et donc, la pierre angulaire, et vous l'avez cité, professeur Weber, de cette certification et de ces modalités d'évaluation sommative des étudiants est donc incarnée par les ECOS. Alors, les ECOS, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde les grilles, dont certaines dont probablement seront présentées en exemple tout à l'heure, c'est que tous les items qui figurent au sein d'une grille critériée d'ECOS
correspondent à ce que l'on appelle des comportements observables, c'est-à-dire quelque chose que l'étudiant fait ou ne fait pas, des questions que l'étudiant pose ou ne pose pas, des interactions qu'il a ou qu'il n'a pas avec le patient. Et ces comportements observables relèvent de ce que l'on appelle la performance. Et là, je pense qu'il faut que probablement nous réalisions un travail de clarification à la fois auprès des enseignants et des étudiants sur le fait que les ECOS, tels qu'ils sont utilisés par défaut, pas uniquement en France, mais partout dans le monde, et tels qu'on les utilisera dans le cadre de la réforme du deuxième cycle, ne sont en aucun cas un outil d'évaluation de la compétence, mais bien un outil d'évaluation de la performance. Alors pourquoi et qu'est-ce qui distingue les deux et quelles sont les conséquences ? Bien pour ça, et ce sera un peu le seul élément théorique, celui de la présentation, il faut en venir à la définition de la compétence, et on fait souvent appel au maître à penser contemporain de la compétence qui est Jacques Tardif, et voilà comment il définit la compétence. Donc, il s'agit d'un savoir-agir qui prend appui sur la mobilisation, la combinaison de ressources au sein d'une famille de situations. Alors, on pourrait sans doute en parler des heures. Je ne suis pas un spécialiste de l'approche par compétence, mais il y a là-dedans des mots qu'il est important de prendre en compte pour comprendre notamment la différence entre la compétence et la performance. Et le premier, c'est le savoir-agir. La compétence n'est en aucun cas un savoir-faire. Et un savoir-faire ou une connaissance technique ne sera jamais une compétence. Alors, prenons l'exemple de quelque chose qui est proche de ma spécialité, on va dire, qui serait l'intubation orotrachéale du patient en situation d'urgence. La performance, c'est la capacité à réaliser l'acte technique de l'intubation orotrachéale. Mais ça ne présage en rien de la compétence parce que vous avez tout un tas de personnes qui savent intuber, mais qui auront des difficultés, par exemple, à poser les indications dans lesquelles il faut réaliser cet acte technique. Vous avez tout un tas de personnes qui savent intuber, mais qui vont avoir des difficultés dans la collaboration interprofessionnelle qui doit précéder et suivre le geste, notamment en lien avec la préparation et la mise en œuvre du matériel. Vous avez tout un tas de personnes qui savent intuber, mais qui auront des difficultés à identifier les complications de cette action et les modalités de surveillance à mettre en œuvre chez le patient en ventilation contrôlée, par exemple. Donc, si vous voulez, le savoir-faire technique dans la compétence, il est entouré d'une myriade d'autres ressources, j'ai cité ici le raisonnement, la collaboration interprofessionnelle, la communication, qui, lorsqu'elles sont mises ensemble, constituent la compétence. Donc, la compétence, c'est vraiment un savoir-agir qui, certes, repose souvent sur un savoir-faire, parce qu'on est dans des métiers qui ont, pour beaucoup de nos spécialités, une dimension technique, et savoir palper un abdomen relève d'un geste qu'on pourrait assimiler à un geste technique, mais ces connaissances techniques, on va les appeler comme ça, Tardif les appelle des ressources, sont des ressources parmi d'autres qui, lorsqu'elles sont combinées entre elles, conduiront la personne à être compétente. Alors, ce constat, il explique qu'on peut très bien avoir des étudiants performants qui ne sont absolument pas compétents. Et ce sera probablement l'une des limites de l'évaluation basée sur les ECOS, mais une limite que d'emblée, vraiment, je voudrais nuancer par le fait que la marche qu'on franchit dans le cadre de cette réforme du deuxième cycle, c'est une montagne. C'est-à-dire qu'on passe quand même du tout QCM à déjà une diversité d'outils d'évaluation, ce qui en soi est une révolution, et des outils qui pour beaucoup sont très avancés, comme les ECOS, sur le plan décimologique. Mais la réalité quand même, et c'est là qu'il faut nuancer les choses, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans le cadre de la réforme du deuxième cycle, d'outils qui permettra d'évaluer les compétences de nos étudiants. On ne fera que les présager et on se concentre essentiellement sur la performance. Alors, voilà des exemples de situations dans lesquelles un étudiant sera déclaré performant sans être compétent. Et c'est l'étudiant qui il y en aura forcément, et on en aurait sans doute fait partie, qui apprendront par cœur une liste de questions à poser face à telle ou telle situation, sans forcément comprendre l'intérêt des questions et sans forcément savoir interpréter et donner du sens aux réponses. Ce sont des étudiants qui agiront par mimétisme, c'est-à-dire qui auront une conduite très stéréotypée face à une situation donnée dans leur tête et qu'ils se contenteront de reproduire là aussi sans être forcément capables de donner du sens à leurs actions. Ce sont des étudiants qui agiront par hasard, en tentant quelque chose sans forcément là aussi comprendre l'intérêt ou non d'ailleurs de faire ainsi et sans pouvoir donner du sens à leurs actions. Alors voilà autant d'exemples de situations dans lesquelles
nous pourrions et nous certifierons bien évidemment des étudiants performants, mais qui ne seront pas nécessairement compétents. Là aussi, pour nuancer les choses, évidemment que le groupe chargé de la réforme du deuxième cycle, notamment au sein de la conférence des doyens, s'est emparé de cette question-là et a discuté de la façon dont les écos pourraient être optimisés pour se rapprocher d'une évaluation des compétences, mais pour tout un tas de raisons, les choses ne sont pas allées au-delà de ce qui sera proposé par défaut dans les écos tels qu'ils se pratiquent, encore une fois, à travers le monde. Alors, vous voyez, l'élément clé qui fera qu'un étudiant ne sera pas que performant, mais qu'il sera à la fois compétent et performant, parce que là, les deux vont de pair, c'est justement cette capacité à ne plus uniquement savoir, c'est-à-dire connaître des choses, mais à savoir utiliser ce savoir, à savoir utiliser ses connaissances. Et là, la clé de tout, c'est le raisonnement clinique. C'est le raisonnement clinique et il n'y a pas une réforme dans les études de santé, depuis celle en sciences infirmières, donc en 2009, jusqu'à celle du deuxième cycle de médecine en 2021, il n'y a pas une réforme qui n'a pas positionné le raisonnement clinique au cœur du dispositif de formation. Et donc, on pourrait se dire que la clé du développement des compétences de nos étudiants, ce sera justement notre capacité à les accompagner dans le développement de leur raisonnement clinique et, in fine, évidemment, vers la performance en situation clinique. Alors, comment faire ça? Il ne s'agit pas, évidemment, du tout, dans les quelques minutes qui restent, de se lancer ni dans une définition de ce qu'est le raisonnement clinique, ni dans des discussions autour de l'apprentissage du raisonnement clinique, parce que le raisonnement clinique, c'est, au regard des enjeux, l'une des thématiques de recherche les plus prolifiques en éducation médicale. Il y a des dizaines de milliers de publications et on est dans un champ qui est extrêmement dynamique. Malgré tout, on peut déjà poser un certain nombre d'éléments de réflexion qui seront autant de pistes à creuser dans la façon dont on pourrait accompagner en particulier nos enseignants dans l'évolution nécessaire de leur façon de faire ou de penser auprès des étudiants, notamment en situation de stage. Alors, j'en pointe ici trois. La première, c'est cette conception-là qui est logique hein, et qu'on a tous eu. Et là aussi, vraiment, je ne voudrais surtout pas passer pour le savant qui donne des leçons et qui savait faire de façon innée. Il y a 10-15 ans, je faisais exactement comme tout le monde et j'avais exactement les mêmes représentations que tout le monde avant de m'intéresser à ce sujet-là. Et cette première représentation, elle est largement partagée au sein de notre communauté. C'est le présupposé selon lequel il faudrait d'abord que nos étudiants aient des connaissances avant de leur apprendre à les utiliser, c'est-à-dire avant de leur enseigner le raisonnement clinique, avant de leur enseigner et de leur apprendre comment raisonner. Alors ça, c'est une représentation qui a été déconstruite il y a bien longtemps dans le domaine de la recherche sur les raisonnements cliniques, parce que ça impliquerait qu'il faille obligatoirement passer de ça à ça, et que cette organisation en tiroir serait, si vous voulez, un prérequis à une organisation sous forme de script. C'est faux, et on sait aujourd'hui que plus on privilégie tard cette organisation sous la forme de script, plus certains étudiants vont se retrouver en difficulté, et la littérature est assez unanime sur le sujet. Il y a près de 15% des étudiants au sein d'une promotion qui se retrouveront en difficulté de raisonnement clinique à un moment ou à un autre de leur formation, qui généralement le resteront jusqu'à la fin de leurs études et qui arriveront donc sur le marché des soins en difficulté de raisonnement. Deuxième élément à déconstruire, et ça c'est vraiment un travail remarquable parce que c'est un travail qui est associé à une forme de deuil pour chacun d'entre nous, c'est un travail de réduction. De réduction de quoi? De réduction du contenu à enseigner. Bah oui, parce que en fait, pour former et construire des scripts, il faut surtout pas privilégier la quantité de connaissances. Il n'y a aucune corrélation entre la quantité de connaissances que possède une personne et son expertise, c'est-à-dire ses compétences. Un expert, comme on l'a dit précédemment, a beaucoup moins quantitativement de connaissances que l'étudiant, mais par contre, qualitativement, elles sont beaucoup mieux organisé. Donc, c'est ce travail disciplinaire qui a été conduit avec succès, mais évidemment, c'est quelque chose de très difficile pour un enseignant, donc un expert, et donc un savant en termes de savoir disciplinaire, que de se demander ce qu'il faut conserver et ce qu'il faut supprimer ou en tout cas retarder dans la formation. Et puis, troisième élément,
C'est un principe qui est largement utilisé dans d'autres cultures, dans d'autres pays, c'est de se dire qu'il n'y a plus lieu d'enseigner, d'apprendre ou d'évaluer hors contexte. Alors, hors contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire hors situation clinique, hors cas clinique. C'est ce qu'on appelle la méthode des cas. Ça fait très longtemps qu'elle est utilisée. Et là aussi, il y a parfois des conceptions erronées sur le fait que cette méthode des cas, on ne peut la déployer qu'en petits groupes, on ne peut la déployer qu'en stage. Mais c'est faux dans la mesure où ce qui change, c'est la forme que va prendre le cas. Alors, vous voyez, quand on sera en cours magistral ou en travaux dirigés, on a généralement comme support, je prends ici l'exemple d'un cours sur, par exemple, de premier cycle sur le système nerveux central, où on va dérouler donc tout l'apport classique de contenu. Si on décide de baser le cours sur la méthode des cas, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est-à-dire que l'apport de contenu est globalement similaire. Mais ce qui change, mais qui va faire toute la différence pour le cerveau, c'est la première diapositive. Et la première diapositive, c'est le cas. Alors le cas ici prendra la forme d'un cas écrit qui décrit la situation, en l'occurrence, d'un patient qui présenterait des signes neurologiques déficitaires. Et ça va tout changer pour le cerveau. C'est-à-dire que ça prend 1 minute en cours. Ça prend quelques minutes pour faire des liens ensuite entre les apports de contenu et le cas du départ pour que l'étudiant comprenne ce cas, voire soit capable de le résoudre, mais ça va tout changer dans la façon dont le cerveau va organiser ses connaissances, puisque d'emblée, ça aura un sens qui est celui de la capacité à résoudre des problèmes. Alors, lorsqu'on est en travaux pratiques, le cas, voilà, souvent on est dans un environnement simulé en médecine en tout cas, et donc le cas prendra la forme d'un patient simulé, et puis lorsqu'on est en stage, le cas prendra la forme d'un vrai patient. Mais vous voyez, c'est juste le support qui change. Alors évidemment, la situation est plus dégradée en amphithéâtre et en cours magistral. Le cas ressemble moins à un cas issu du milieu réel, mais le principe d'apprentissage autour d'un cas, lui, reste similaire. Et puis, dernière diapositive, c'est là aussi d'amorcer peut-être un travail sur les consignes. Et là encore, je m'inclus très volontiers dedans. Les consignes pas toujours adaptées qu'on a données à nos étudiants lorsqu'on assure notamment leur supervision en milieu stage ou dans un environnement simulé. Alors, on pourrait se dire qu'il y aura probablement un avant et un après. Un avant, c'est lorsqu'on s'intéressait peu au développement du raisonnement clinique de nos étudiants, et puis un après, si on décide d'intégrer cette dimension-là dans la formation. Alors voilà un exemple typique de consigne qu'on a tous donné et qu'il ne faut d'ailleurs pas abandonner. Dans nos approches de supervision, c'est de demander à un étudiant d'observer comment on fait, puis de refaire à l'identique. C'est ce qu'on appelle la méthode démonstrative. Elle est éprouvée, elle est largement utilisée. Si on s'intéresse au raisonnement clinique, encore une fois, on ne va pas oublier la question, on ne va pas jeter tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Ça voudrait dire qu'on ne fabriquait pas de bons soignants. Bon, mais on va enrichir cette panoplie de questions avec, par exemple, celle-ci. C'est ce qu'on appelle la technique de modelage. Ça consiste pour le soignant, pour le médecin, à rendre explicite, à verbaliser non plus ce qu'il fait, mais son raisonnement, c'est-à-dire la façon dont il pense. Et ça, c'est une technique éprouvée parmi d'autres. Elle n'est pas suffisante, elle ne se suffit pas en elle-même, mais parmi d'autres, une technique éprouvée d'apprentissage du raisonnement clinique. On a aussi tous conseillé à nos étudiants, dans une approche scientifique, presque scientiste de la médecine, de recueillir un maximum de données avant de s'engager dans une démarche diagnostique. Ça, c'est une consigne qui, malheureusement, est erronée et devrait être abandonnée en dehors des situations d'apprentissage de la sémiologie, parce qu'on sait qu'en matière de raisonnement, tout se joue dans la première minute, tout se joue dans les quelques 10 premières secondes, 10, 20, 30 premières secondes qui suivent la confrontation aux premières données cliniques. Donc la bonne consigne, ce serait plutôt celle-ci, tu ressors dans 1 minute et puis on discute du cas, ressort de la chambre, ressort du box. Troisième consigne qu'on a l'habitude de donner, c'est une fois qu'un patient a résolu un cas, par exemple, encore une fois, que ce soit un cas simulé, un cas réel ou un cas sur papier, on lui demande de nous expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il propose et quel est son diagnostic. Une consigne adaptée à l'apprentissage et au développement du raisonnement clinique serait plutôt celle-ci. Explique-moi à quoi tu as pensé. Et donc, là aussi, il ne s'agit pas d'abandonner complètement la consigne précédemment utilisée, mais de l'enrichir d'autres consignes qui explorent un aspect complètement différent de celui qui était exploré jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le raisonnement et son développement et la façon dont les connaissances vont pouvoir être mobilisées dans le cadre de ce raisonnement. Voilà, j'en ai fini. Alors, ce que je voulais souligner en conclusion, c'est que pour moi, un enjeu là, très important de la réforme, ce sera celui-ci. Il n'y a pas du tout de déformation professionnelle dans cette histoire-là. Mais si aujourd'hui,
on demande à un expert de verbaliser son raisonnement pendant qu'un étudiant ou un groupe d'étudiants l'observe, le résultat sera extrêmement décevant. Et pourquoi il sera extrêmement décevant? Parce que tous experts que nous sommes, nous n'avons jamais appris explicitement comment nous raisonnions. Nous avons appris à raisonner puisqu'on raisonne en permanence, sinon on ne serait pas compétent. En tout cas, pour la majorité d'entre nous, encore une fois, 15% d'étudiants en difficulté qui arriveront sur le marché des soins comme ça. Mais nous n'avons jamais appris les mécanismes du raisonnement de façon formelle. Et nous n'avons jamais fait un travail, ou rarement fait un travail de conscientisation de notre raisonnement clinique. Or, une bonne partie du raisonnement clinique de l'expert et de l'étudiant d'ailleurs se déroule en dessous du seuil perceptible de la conscience et spontanément, il n'est pas capable de décrire son raisonnement s'il n'a pas été formé à cette fin. Donc, il y a vraiment des enjeux de formation qui sont extrêmement importants dans le cadre de cette réforme du deuxième cycle, qui évidemment ne doivent pas cibler que le raisonnement clinique, mais doivent intégrer raisonnement clinique, les compétences et puis les outils de formation et d'évaluation qui auront été choisis en conséquence. Voilà, je vous laisse mes coordonnées. Si vous souhaitez d'autres informations et le diaporama, je l'enverrai au professeur Weber pour partager. Merci. Merci beaucoup Thierry pour ce joli tour d'horizon sur le raisonnement clinique, la compétence et finalement la différence entre la performance et la compétence. Je crois que c'est des nuances qui sont effectivement bien importantes à percevoir dans la perspective de cette réforme. Finalement, ce que tu nous suggères, c'est le plus tôt possible contextualiser l'apprentissage de façon à favoriser l'organisation du raisonnement sous forme de script. Voilà, exactement. Alors, je ne veux pas m'appesantir, mais il y a, on va dire, dans la formation médicale telle qu'elle est organisée à travers le monde, il y a deux grandes façons de la concevoir. Il y a la façon dite flexnérienne, qui maintenant est séculaire et qui est surtout bien ancrée dans nos pays latins et en France, qui considère que d'abord, il faut 2 à 3 années d'apprentissage de connaissances fondamentales biomédicales avant d'apprendre les connaissances cliniques et d'apprendre à raisonner. Et puis, on a les cursus que plusieurs d'entre nous connaissons parce que, c'est pas mon cas, hein, mais parce qu'il a en partie été implanté, mais très transitoirement en France. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par problème, l'APP. Et l'APP, c'est une façon complètement différente d'organiser les curriculums, c'est-à-dire qu'entre le premier jour de la première année et puis le dernier jour de la dernière année, toute connaissance est apprise autour d'une situation clinique, encore une fois que cette situation clinique, donc que ce cas prenne la forme d'un cas papier, d'un cas simulé ou d'un cas réel. Donc, c'est devenu, la méthode des cas, c'est même plus que vous voyez qu'une méthode pédagogique, c'est une façon entière de repenser les curriculums. Alors, on ne fera jamais d'APP en France, ça demande des ressources, les Nord-Européens la pratiquent, les Nord-Américains la pratiquent, ça se pratique dans d'autres pays. On ne le fera jamais, très probablement, parce que ça demande des ressources, notamment en termes d'enseignants, qui sont beaucoup trop importantes. Mais par contre, on peut s'en inspirer. Et la méthode des cas, on peut la décliner de façon certes moins parfaite que l'APP tel qu'il est décrit dans les livres, mais en tout cas avec cette idée de très tôt favoriser l'organisation des connaissances, non pas sous la forme de tiroirs que les étudiants utiliseraient pour répondre à des questions d'examen, mais effectivement sous la forme de script. Parce que dans l'état actuel des choses, quand même, en prenant un peu de recul, on en vient à se dire qu'il ne faut surtout pas que les étudiants, pendant les 6 premières années, en tout cas, je parle de la pré-réforme, surtout pas que les étudiants apprennent à prendre en charge des patients, parce que l'organisation des connaissances qui en résulterait leur serait très défavorable pour répondre aux questions d'évaluation certificative auxquelles ils sont soumis. Bon. Est-ce que tu peux quitter le mode plein écran, s'il te plaît, Thierry? Je crois qu'il y a quelque chose sur le chat que tu peux regarder. Il y en a une de Sylvain Audia qui nous dit, de fait, si on est dans la performance et beaucoup moins dans la compétence, est-ce bien utile de complexifier les choses avec des acteurs professionnels, par exemple avec les coûts que cela engendre et les nécessités de formation, bien que je comprenne la nécessité de la reproductibilité lors des causes sommatifs. Tu veux intervenir, Louis? Bonjour, Louis Sibert de Rouen.
Les acteurs professionnels, je ne savais pas qu'on pouvait les utiliser pour les écos parce qu'effectivement, c'est très coûteux et leur professionnalisation ne veut pas dire forcément standardisation puisque c'est ça qu'on vise sur des petits cas cliniques forcément artificiels de quelques minutes. Donc, à mon avis, le comédien professionnel n'est pas adapté à ce qu'on veut faire, si j'ai bien compris. Oui, c'est effectivement tout un sujet là, de savoir qu'est-ce qu'on fera comme type d'écho, c'est s'il faut des acteurs professionnels. On n'a pas mis à l'ordre du jour ce sujet qui est sûrement important, qu'on pourra traiter une autre fois. Ce qui est clair, c'est que on évalue sûrement la performance des étudiants et que pour ça, il faudra faire un certain nombre de biopsies dans leur capacité à se comporter. Et on va en voir des exemples tout à l'heure. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Je peux prendre la parole, ça ne vous embête pas? Oui. Ma question n'était peut-être pas suffisamment claire. Enfin, on a quand même pas mal de topos sur le patient simulé et justement le recours à des acteurs. Les facs ont commencé à faire des demandes de financement pour justement penser à la prise en charge de tous les coûts que ça allait entraîner. Et là, alors qu'on nous avait dit on va évaluer plutôt les capacités cliniques de nos étudiants, on dit finalement c'est plus la performance. Donc j'ai un peu l'impression qu'on rétrograde, enfin on ne fait pas une marche arrière, mais on nous explique que finalement c'est de nouveau pas un outil qui sera optimal. Donc ça je l'entends parfaitement, on l'avait bien compris, mais finalement j'ai quand même l'impression qu'on a peut-être mis la barre un tout petit peu haut au démarrage et que là on est peut-être un peu en train de rétrograder. Donc moi ce que j'aurais aimé c'est avoir des choses pratiques. Est-ce que finalement, on est vraiment obligé de passer toujours par des patients simulés? Est-ce qu'il faut impérativement avoir des acteurs pour jouer les rôles? Est-ce que ça peut être des professionnels de santé qui le font, même pour des échos sommatifs? En fait, j'aimerais avoir des réponses concrètes, si je puis dire. Et pour rebondir sur ce qui a été dit dans le diaporama, peut-être je suis déjà vieux et difficile à convaincre, mais j'ai quand même le sentiment qu'il faut des socles de connaissances très solides et bien consolidés pour pouvoir ensuite avoir la démarche. Et moi, je me souviens parfaitement, pas du jour, mais de la période à laquelle mes connaissances se sont agencées pour que je puisse avoir un raisonnement clinique pratique. Et je pense que tout ce qui me l'a permis, ça aussi, c'était quand même la pratique clinique au lit du malade de façon quotidienne. Donc notre échec, il a probablement été du fait qu'on a détourné les étudiants d'à la fois la fac avec les cours très théoriques, mais surtout la mise en pratique au quotidien, le matin, au lit du patient. Donc, qu'on veuille tout réformer, je l'entends, mais est-ce que finalement les échos seront la réponse à tout ça? J'ai l'impression que non. Non, je ne suis pas sûr qu'il faille tout réformer. Et les stages vont rester d'actualité, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, en sixième année, ils seront plein temps en stage pour justement avoir cette encore plus d'immersion dans la réalité clinique, de façon à ce qu'ils contextualisent au maximum toutes les situations qu'ils verront et qu'ils puissent mettre en relation leurs connaissances. L'écho, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen d'évaluer la compétence, mais enfin, c'est celui qui est le plus facile à mettre en œuvre, au moins dans l'immédiat. Peut-être que Thierry, tu peux intervenir pour redorer un peu le blason de l'écho, puisque tu l'as gentiment écorné. Oui, mais écorné que d'un coin quand même, parce que, encore une fois, vraiment, la marche qui est franchie entre je n'évalue que les connaissances et j'évalue les performances, et donc dans les performances, il y a forcément de la connaissance, est énorme. Il ne faut pas grand-chose pour transformer des échos en outils d'évaluation des compétences. La seule chose qui nous manque, mais rien ne nous empêche de l'utiliser à des fins de formation, c'est-à-dire quand on fera de l'évaluation formative ou de la formation tout court, c'est tout simplement d'interroger le raisonnement de l'étudiant. Autrement dit, là aussi c'est décrit dans la littérature, hein, lorsqu'on veut qu'un écho soit un outil d'évaluation des compétences, il faut s'assurer que l'étudiant a compris la situation, a compris ce qu'il faisait, pourquoi il faisait certaines choses et pourquoi il n'en faisait pas d'autres, et l'interroger sur son raisonnement. Donc il suffit d'ajouter 5 minutes d'interaction avec l'étudiant. Ces 5 minutes d'interaction qu'on appellera classiquement le débriefing, par exemple en simulation,
évidemment, il y a eu un certain nombre de résistances très fortes chez les étudiants, dans la mesure où elles peuvent être scorées. Il y a des outils et il y a de la littérature qui explique comment scorer ce temps de débriefing. Mais évidemment, il implique une interaction interhumaine, et donc l'interaction interhumaine et la subjectivité qui va avec dans des épreuves à fort enjeu génèrent des résistances qui sont très fortes et a conduit à l'abandon de cette modalité lorsqu'on utilise l'ECOS à des fins de certification. Mais l'ECOS à des fins de certification, c'est à la fin. C'est-à-dire que dans les années qui précéderont, on va utiliser l'ECOS, la simulation, la méthode des cas, le stage, etc., à des fins formatives. Et à des fins formatives, évidemment, l'idéal, c'est de ne pas s'arrêter à c'est bien ou c'est pas bien, mais justement de questionner l'étudiant pour comprendre ce qui s'est passé dans sa tête. Et là, on est dans l'évaluation des compétences. Et parfois, on est très surpris des écarts qu'il peut y avoir entre un étudiant qui a bien performé, donc il a bien fait, et puis ce qu'il a compris de la situation. Et on se dit qu'en fait, en l'occurrence, il a eu la chance, mais que si la situation diffère sur quelques aspects lorsqu'il y sera à nouveau confronté, il ne sera ni performant ni compétent. Ok, merci. Ce qui est certain, c'est que si on fait de la simulation, et l'ECO, c'est une forme de simulation, il faut bien sûr, quand c'est formatif, avoir du débriefing. Sinon, il manque une case très importante.